2016, une année charnière donc pour l'Union européenne, l'année Brexit, une Europe en crise donc, et qui plébiscite le référendum en Grande-Bretagne, en Italie, mais aussi en Hongrie ou aux Pays-Bas. Faut-il y voir plus de démocratie directe ou faut-il y voir plus de populisme? On en parle avec nos deux grands témoins. Bonsoir Jean-Paul Marthoz. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur au quotidien belge Le Soir, militant des droits de l'homme et vous animez le blog La Liberté, sinon rien. Et avec nous, depuis Sion en Suisse, Romain Cliva. Bonsoir Romain. Bonsoir. Vous êtes aussi journaliste suisse, correspondant de la RTS pour les questions européennes à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Alors je commence avec vous, Jean-Paul Marthoz. Je le disais, cette année 2016 a été marquée par un recours accru, on va le dire, au référendum. Est-ce que c'est un outil judicieux pour l'Europe ? Je pense que c'est un outil relativement dangereux. On l'a vu d'ailleurs dans le cas de Brexit, puisque ce qui était au départ un calcul politique de David Cameron pour renforcer son poids au sein de son propre parti et pour peut-être extraire à l'Europe encore davantage de concessions que celles dont bénéficie déjà la Grande-Bretagne, s'est transformé finalement en un boomerang. Et donc un boomerang pour la Grande-Bretagne, il a perdu son pari, gravement, mais aussi un boomerang pour l'Union européenne, qui maintenant ne sait plus très bien finalement sur quel pied danser, quelle attitude adopter à l'égard de la Grande-Bretagne, qui est quand même un pays extrêmement important au sein de l'Union européenne, qu'il a été peut-être parfois de manière déloyale pour ceux qui, comme moi, sommes plus fédéralistes que les Britanniques. Mais il n'empêche que c'est vrai que c'est un outil qui peut être extrêmement dangereux, surtout si brusquement la population estime que derrière la question précise qui est posée, il y a d'autres enjeux. Là, il y a la popularité ou non du gouvernement en place. Donc le référendum est un raccourci qui peut, dans certains cas, réellement provoquer une commotion au sein d'une société. Et ça, je pense que c'est le danger, certainement, que le Brexit a révélé. Oui, mais pourtant, on dit que l'Europe n'écoute pas assez ses citoyens. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon, finalement, le référendum, de s'adresser à ses citoyens ? Je pense qu'elle pourrait l'écouter de manière quotidienne. C'est comme ça qu'on écoute le peuple, si j'ose dire. C'est que dans les relations entre l'Union européenne et la population, il devrait y avoir davantage de dialogue, davantage de transparence. Parce qu'un des problèmes de l'Union européenne, peut-être, c'est pas tellement qu'il n'y ait pas de cercle ou de comité où, d'une certaine manière, l'Europe dialogue avec l'Europe, au travers des ONG, au travers d'autres associations. Ce qu'il y a, c'est aussi un manque de transparence et des décisions sont prises sans qu'on puisse comprendre réellement ce qui est en jeu. Parfois, on n'a pas accès à l'information. Je pense qu'il faudrait davantage travailler sur l'information européenne, sur le libre accès, notamment des journalistes, parfois, à des dossiers qui sont des dossiers importants, comme par exemple les négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis ou le Canada, par exemple. Eh bien, elles ont été très longtemps, elles se sont déroulées dans un secret presque absolu. C'est ça qui crée la méfiance, davantage que le fait qu'on demande ou non au peuple de réagir. Alors, nous allons retrouver donc en direct de Suisse Romain Cliva. Alors, en Suisse, vous êtes rompu à l'exercice, hein, il y a plusieurs votations par année. Pourquoi ça marche chez vous ? Tout d'abord, peut-être, avant de décrire notre système, c'est toujours surprenant d'entendre qu'un vote populaire puisse être dangereux, c'est-à-dire d'interroger les citoyens dans une démocratie, que ça, ce soit dangereux, ça surprend toujours un peu, et encore peut-être plus en Suisse. Et pourquoi ça marche en Suisse ? Parce que certainement qu'au 19e siècle, il y a des gens qui ont pris ce risque, mais qui l'ont pris de manière calculée, qui ont construit tout un système institutionnel autour de ce qui est considéré comme un risque, mais qui est un instrument de légitimation extraordinaire, c'est-à-dire qu'on demande aux citoyens son avis, on corrige les politiciens, on donne des grandes orientations. Évidemment, ça prend du temps, et il faut y croire. D'abord, il faut croire que le citoyen est responsable, c'est le premier pas, et ça marche surtout parce que c'est très organisé. Alors, Romain Cliva, vous êtes le spécialiste des questions européennes pour la RTS, donc à Bruxelles. Vous dites que ce n'est pas dangereux, le référendum, mais quand vous voyez l'Europe qui se lance dans des référendums et qui s'en fait, est-ce que ça vous surprend ? Alors, ce qui me surprend, c'est la réaction qu'on a toujours après ces votes, plutôt. Puisqu'en Grande-Bretagne, c'est tout de même difficile d'imaginer que les Britanniques ne sachent pas ce qu'ils font. Démocratiquement, c'est une vieille démocratie avec une longue tradition, des médias libres, des institutions solides, un vrai débat, un débat musclé, certes. Alors, le résultat ne convient pas. Alors, il y a deux manières de faire quand un résultat ne convient pas. C'est de dire, alors on arrête tout et il faut qu'on fasse différemment, ou on essaie de comprendre le résultat. Et en Grande-Bretagne, on l'a bien vu, la question était essentielle. Les gens ont dit non. On va peut-être s'interroger pourquoi les gens ont dit non. Pourquoi un pays, après 40 ans, veut quitter l'Union européenne, un pays aussi important ? C'est peut-être là la vraie question, plutôt que le fonctionnement des institutions britanniques. Alors, Jean-Paul Marthoz, je vous voyais un petit peu sceptique par rapport à ce qui est dit. Pourquoi ? Mais je pense que, dire que, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, la presse est libre, certainement, oui, elle est libre, mais un rapport d'Oxford University a clairement montré que la grande majorité des quotidiens nationaux, par exemple, s'est opposée au Brexit et a développé des arguments qui n'étaient pas très éloignés de ceux
dont on connaît maintenant le manque de véracité, qui était développé par UKIP ou par les partisans au sein du Parti conservateur qui étaient favorables au Brexit. Donc je pense qu'il ne suffit pas d'avoir une presse libre, il faut aussi un système qui permette à l'électeur de bien comprendre les enjeux, et que le système référendaire peut être aussi très manipulatoire. On l'a vu dans le cas certainement en Grande-Bretagne, où finalement les populistes, les personnes qui avaient la conception la plus... qui défendaient le Brexit, avaient une capacité de manipuler l'opinion au travers de slogans qui ont été portés pendant des années et des années et des années par une certaine presse britannique, des slogans sur le... Évidemment, l'Europe a énormément de défauts et il y a une critique absolument légitime et nécessaire de l'Europe, mais il y a eu en Grande-Bretagne une campagne systématique depuis de très longues années contre l'Europe, perçue comme étant responsable de tous les maux de la Grande-Bretagne, et je crois que ça, c'est un des éléments dont il faut tenir compte. Dès l'instant où l'électeur, finalement, se retrouve face à un sujet où lui demande de dire oui ou non, alors qu'on est face à la complexité, je pense que là, le référendum peut devenir une arme qui n'est pas vraiment très démocratique parce qu'elle se fonde quand même sur un manque de clarté du débat. Et je crois que c'est essentiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Romain Clivat n'est pas d'accord avec vous. C'est vrai que chez vous, on a l'impression que c'est un peu une vertu suisse et que c'est un vice européen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non, il n'y a pas de vertu suisse ou de vertu de vice européen ou suisse. La Suisse est au cœur de l'Europe, même si elle n'est pas... Dans l'Union, les citoyens sont les mêmes. Ce qui est étonnant, c'est on ne peut pas prendre que le cas britannique. Il y a eu la Constitution européenne en 2005. On a tellement tiré les leçons qu'à la fin, on a fait le traité de Lisbonne qui y ressemblait. Donc plusieurs fois, les citoyens se prononcent et on ne prend pas en compte ce qu'ils disent. Les Hollandais se sont prononcés contre l'accord d'association avec l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? La première chose qu'on veut faire, c'est mettre en œuvre cet accord de manière détournée. C'est les premiers propos de la Commission européenne. Donc je pense que le premier pas, ce serait de se dire pourquoi est-ce que l'Europe, au-delà de la communication peut-être, n'arrive plus à convaincre. Et ce pas-là, en étant en tout cas à Bruxelles comme correspondant, je ne le vois pas. On remet toujours en question les choix des gens. On ne pose jamais vraiment la vraie question sur l'objet européen. Alors le référendum, c'est vrai qu'il est aussi parfois peut-être utilisé, enfin c'est là où c'est risqué, c'est-à-dire qu'ils mettent leur rôle en jeu, que ce soit Matteo Renzi, on l'a vu, ou encore David Cameron. Est-ce que c'est là que vous dites que c'est manipulé? C'est ce que vous reprochez? Non, je pense que dans l'esprit des hommes politiques qui se lancent dans ce référendum, il y a certainement une volonté de marquer des points politiques. Parfois, ils pensent vraiment que que le texte qu'ils proposent est un texte important pour faire évoluer les institutions. C'est le cas, par exemple, de Matteo Renzi. Mais en se mettant, par exemple, réellement dans la bagarre, disant, écoutez, votez contre moi ou votez pour moi, on transforme le référendum d'un instrument qui devrait faire avancer une réflexion et un changement des constitutions. On en fait finalement un plébiscite sur la gestion d'un gouvernement, sur le caractère d'un chef de gouvernement. Et ça, je pense que c'est le dérapage. Je pense que c'est pour ça qu'il est extrêmement important lorsqu'on formule un référendum. Moi, je ne suis pas hostile au référendum en tant que tel, mais il faut prendre cet instrument de la démocratie avec beaucoup de prudence. Et je pense qu'il faut notamment que le texte soit extrêmement clair, que ce soit compréhensible, qu'on puisse vraiment répondre par oui ou par non, alors qu'on sait très bien que dans nos sociétés, les sujets sont d'une énorme complexité, et donc déjà, il faut faire attention. Puis il faut faire attention aussi qu'il y ait réellement une participation suffisante, surtout si le sujet du référendum est fondamental, comme le cas du Brexit. Il faut faire en sorte aussi que ceux qui appellent au référendum ont une réelle légitimité démocratique. David Cameron a été élu avec 37% des voix en Grande-Bretagne. Au Chili, en 1970, lorsque Allende a été élu, il avait été élu avec 37% des voix. Et à l'époque, on avait dit, mais ce n'est pas assez pour pouvoir amener une révolution, même pacifique, au Chili. Est-ce que c'était assez pour Cameron de prétendre porter finalement ce référendum sur la place publique avec lui-même n'ayant une légitimité de 37% des électeurs? Donc je pense qu'on est dans des manipulations, mais je ne suis pas du tout complotiste, c'est pas ça que je veux dire, mais on est dans des manipulations, c'est-à-dire qu'on ne présente pas le sujet qui est soumis à un référendum comme étant vraiment le sujet principal. On présente des enjeux différents, notamment le fait qu'on demande un plébiscite sur un gouvernement. Et je pense que là, il y a un dévoiement finalement du système, il y a un raccourci, un dévoiement du système. Alors Romain Clivat, est-ce qu'il y a des référendums à plusieurs vitesses? Est-ce que c'est ça la différence?
Alors ça, là, je rejoins tout à fait Jean-Paul Martos sur ce point-là. On l'a vu, quand un référendum sur un sujet devient quelque chose de plébiscitaire, c'est très dangereux parce qu'on dénature totalement l'exercice. C'est-à-dire qu'on dit est-ce que c'est pour ou contre une personne, et on mélange les bons arguments ou les mauvais arguments sur un sujet. On lie au sort de la personne. On l'a vu en Italie, le débat constitutionnel sur le Sénat, celui qui a perdu Renzi, c'était une vraie question institutionnelle qui se posait avec des grands professeurs qui étaient contre Renzi et qui ne faisaient pas de la politique politicienne. Alors là, ça a été dénaturé. Se sont ajoutées les oppositions des personnes qui étaient contre Renzi. C'est clair, la démocratie directe, c'est une Formule 1. Il faut des vrais pilotes qui l'utilisent, pas des chauffeurs de casting. Voilà. Le karting, c'est vraiment pas le niveau suffisant pour gagner un grand prix. Donc voilà pour la métaphore, il y a des chauffeurs de karting dans l'Union européenne. Et pourtant, il y a de plus en plus de référendums. Alors pourquoi ? Je pense parce que je crois qu'il y a un constat qui était fait que la plupart des gouvernements, la plupart des nations européennes, mais aussi dans d'autres pays, estiment qu'il y a une perte de crédibilité, une perte de légitimité, et que donc en lançant des référendums, on estime qu'on donne des gages finalement à la population, en disant regardez, on vous consulte, on va essayer de rompre cette perte de crédibilité, cette cassure entre la population et le gouvernement. Je pense que c'est une technique, par exemple, en Est-ce qu'il faut y voir du populisme dans ces cas-là ? Ça peut être du populisme, oui, mais pas nécessairement. Il y a des référendums qui ont été extrêmement importants dans l'histoire. Par exemple, le référendum qui a suivi les accords de paix en Irlande du Nord en 98, je pense que là, vraiment, c'était important parce que c'était une manière de conclure par un appel à l'approbation du public des années de guerre. Et on a fait un référendum aussi bien en Irlande du Nord qu'en Irlande. Et tout le monde reconnaît que ce référendum a eu un effet extrêmement positif parce qu'il était bien organisé, il était bien expliqué. Donc je pense que, de nouveau, c'est un instrument de la démocratie. Ça ne peut pas résumer la démocratie. Et on ne doit pas résoudre le problème de la cassure entre le peuple et le gouvernement par les référendums. Alors Romain Clivat, le mot de la fin, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Paul Martos ? Je trouve un peu risqué d'estimer que politiquement, ce soit une cassure que de consulter les citoyens. Pour revenir au propos du début, évidemment, ça doit être fait de manière intelligente, de manière propre, entre guillemets, avec des procédures précises. Mais je trouve que c'est très délicat quand on prétend être un continent extrêmement démocratique et quand on commence à se méfier de nos propres citoyens en disant mais attention, ça entretient une cassure. Alors c'est peut-être que du côté de l'élite politique, du côté des partis au pouvoir, du côté des partis qui sont parfois dans l'opposition, mais qui sont régulièrement au pouvoir, eh bien ces partis, ces gens-là n'arrivent plus à convaincre. Et peut-être que la question doit être posée par les gens qui sont aux affaires plutôt que de remettre en cause l'intégrité des citoyens et leur capacité à décider. Parce que dans le fond, ils sont tous majeurs, vaccinés et éduqués en Europe continentale. Et quand ils votent, c'est aussi un signal fort et peut-être qu'il faut l'entendre plutôt que de débrancher le haut-parleur qui permet de le dire. Et dans ce cas de figure, le haut-parleur, c'est quoi ? C'est la démocratie directe. Merci Romain Clivat, merci Jean-Paul Martos d'avoir été nos grands témoins. Merci à vous deux.